Bien. La séance est ouverte. Alors, mes chers collègues, nous avons donc le plaisir de recevoir cet après-midi Madame Laurence Boone, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Madame la ministre, votre audition va nous permettre d'évoquer deux sujets qui sont en apparence distincts, mais deux sujets entre autres. Rassurez-vous, on ne sera pas quitte avec deux sujets, chère Laurence. Deux sujets en apparence distincts, mais qui, à regarder de près, ne sont pas sans lien entre eux. Le premier, c'est le troisième sommet de la communauté politique européenne, la CPE. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la réunion de la CPE, mesdames et messieurs, mais elle a eu lieu le 5 octobre dernier à Grenade. Et je comprends qu'elle est sombrée assez rapidement dans une relative pénombre médiatique, puisque 2 jours après, nous avions les événements absolument dramatiques qui se produisaient en Israël. Donc nous avons ce troisième sommet de la communauté politique européenne. Et ensuite, le second sujet que nous voulons évoquer, c'est les perspectives d'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne avec plusieurs pays lors du Conseil européen des 14 et 15 décembre prochains à Bruxelles. Alors, ces deux événements ont donc comme caractéristique l'un d'être arrivé avant le 7 et l'autre d'être arrivé avant la publication, je crois, demain, par la Commission de ces orientations. Et donc, nous sommes... heureusement que vous êtes là, en somme, parce que nous sommes un peu sur notre fin. Nous n'avons pas les éléments qui nous permettraient d'asseoir une interrogation vraiment documentée qui vous serait adressée. Mais comme vous avez les réponses, si nous n'avons pas les questions, ce n'est pas très grave. Nous avons débattu ici même, vous vous rappelez, non, c'était en présence de Mme Boone, les différences fondamentales entre la CPE et l'Union européenne, et on ne va pas revenir là-dessus. Hein. Sachez que, simplement, la CPE, c'est intergouvernemental, la CPE, c'est à part, la CPE, ça n'est pas le prolongement, ni l'antichambre de l'Union européenne, ça regroupe des gens qui sont dans l'Union européenne, des gens qui ont vocation à y entrer, des gens qui en sont sortis, comme les Britanniques, et qui n'ont pas vocation à y entrer, et des gens qui n'y ont jamais été et qui n'auront jamais vocation à y entrer. Donc on a de tout, et c'est un forum, c'est une sorte de réunion qui permet de tester des convergences éventuelles et souhaitables entre les différents membres de cette organisation. Alors, le sommet de la CPE, nous pouvons, a priori, nous ne pouvons que nous en féliciter qu'il ait été l'occasion de réaffirmer les attentes européennes à l'égard d'une confirmation du soutien américain à l'Ukraine. Ça, c'est un point. Cela dit, moi, je trouve toujours que ces confirmations de soutien, ça se définit toujours en obligation de moyens, et on n'a jamais le sentiment de véritablement, on va dire, on va aider l'Ukraine à atteindre tel but, et notre objectif et notre politique n'est pas une politique de moyens, mais une politique d'objectifs. Enfin, tout le monde dit on va faire des efforts, très bien. Mais ça intervient effectivement, alors là, bien avant les déclarations du chef d'état-major des armées ukrainiennes, qui ont quand même plongé les Européens, les Occidentaux, sans doute d'ailleurs les Ukrainiens eux-mêmes, dans une intense perplexité et qui ont, semble-t-il, permis aux Russes de plastronner, mais dans une mesure relativement limitée. Et là, il faudrait quand même, au-delà donc de ce qui a été décidé sur le soutien américain, voir comment vous sentez, cher ministre, la réaction la réaction potentielle des Européens à ce changement de décor assez important
que représente la déclaration du chef d'État, du chef des armées, des forces armées ukrainiennes. Alors à part ça, on n'a pas été très satisfait de ce qui s'est passé à la CPE, puisqu'on a eu une défection, enfin plusieurs défections. D'abord celle des deux compères de l'opération arménienne, c'est-à-dire le président Aliyev et son allié turc, le président Erdogan, qui avaient été annoncés, leur arrivée était prévue, et ils se sont retirés, ils ont refusé de paraître. En revanche, vous avez eu, je crois, la présence du Premier ministre d'Arménie. Mais là, cette déception, comment l'analyser? Et est-ce qu'elle ne pose pas un problème quand même sur l'efficacité de la CPE? Même chose, ça a été moins relevé médiatiquement, mais c'est important, avec le Kosovo. On a vu que M. Kurti, qui pourtant est très proche de l'Union européenne, très proche des choix géopolitiques qui sont les nôtres, a estimé qu'il ne devait pas paraître dans cet aréopage, tant les tensions avec la Serbie sont fortes. Alors ça fait quand même deux choses assez lourdes. Moi, j'ai un peu le sentiment, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, que la CPE a marqué, sinon une certaine forme d'essoufflement, du moins elle a vraiment rencontré ses limites. C'est-à-dire qu'elle est utile dès lors que tous les gens qui la rejoignent sont d'accord entre eux. S'il y a des désaccords, non seulement elle ne les résout pas, mais elle ne peut pas même les poser, puisque les gens qui ne sont pas d'accord s'en vont ou ne participent pas. Donc il y a quand même une interrogation sur les limites exactes de la CPE. C'est le premier point. Le second sujet, les perspectives d'élargissement. Alors, la question prend donc une actualité toute particulière, puisque le Conseil européen, prévu le 14 et 15 décembre prochain à Bruxelles, nous permettra de voir les chefs d'État ou de gouvernement se prononcer sur l'ouverture formelle de négociations avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les 4 pays des Balkans occidentaux. Alors nous sommes évidemment sur ce point entrés dans une phase cruciale. La présidence de la Commission européenne s'est rendue à Kiev le week-end dernier, et demain, le collège de la Commission rendra donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un avis important qui éclairera la décision des chefs d'État ou de gouvernement de décembre. Je dis « ou de gouvernement », M. Saulnier, parce qu'on est chef d'État ou de gouvernement dans le Conseil européen. On n'a pas à la fois le prince Charles, le roi d'Angleterre, le roi Charles et son Premier ministre. On a l'un ou l'autre. En l'occurrence, c'est le Premier ministre quand il était dans l'Union européenne. Je prends cet exemple extra-européen, mais c'est la même chose pour nous. On n'a pas à la fois Mme Borne et M. Macron. Ici même, nous avons échangé sur ces enjeux d'élargissement à l'occasion de l'examen de la proposition de résolution européenne, PPRE, relative aux suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui avait été lancée par le président Anglade. J'avais moi-même, comme vous vous souvenez, fait un rapport que la secrétaire d'État m'a fait l'amitié de considérer qu'il était intéressant, digne d'intérêt, qu'elle a évidemment étudié et sur laquelle sur la suite desquels je m'interroge. Parce que les avis, la façon dont actuellement les institutions européennes abordent ces questions nous laissent perplexes. On a l'impression qu'on met à la fois, on a tous les problèmes ensemble. Quand nous étions allés avec l'administratrice à Bruxelles pour voir comment la Commission envisageait ces choses, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'idées très nouvelles par rapport aux méthodes traditionnelles, alors qu'évidemment, les problèmes sont d'une toute autre nature, ne serait-ce que par l'importance géopolitique, que par l'éloignement, que par l'extension énorme de l'Union européenne qui résulterait de ces élargissements. Enfin, on a une quantité de différences qui, selon nous,
appelle... il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre dans cette commission. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la façon dont on doit aborder cette échéance prochaine ne peut pas être de même nature que la façon dont on l'a abordée jusqu'à présent. Alors, en janvier 2023, avec votre homologue allemande, Madame Luhmann, ministre adjointe chargée des Affaires européennes et du climat, qui est ministre très allant, me semble-t-il, de la coalition allemande. Hein, c'est pas toujours évident. Vous avez mandaté un groupe franco-allemand de 12 experts indépendants pour lancer une réflexion sur les réformes institutionnelles à mettre en place dans le cadre d'un futur élargissement de l'UE. Ce groupe de travail a présenté son rapport le 19 septembre dernier à Bruxelles lors du Conseil des affaires générales. J'ai constaté, ça ne m'a pas d'ailleurs étonné parce que je connais pas mal de rédacteurs et de rédactrices de ce groupe, mais j'ai constaté une relative convergence, une certaine convergence entre le travail que j'avais préparé pour la Commission et ce travail. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que ce rapport franco-allemand avait été accueilli avec intérêt, parce que tout ce qui vient comme ça est accueilli avec intérêt, mais que d'abord ça avait suscité une certaine réserve de la part des États qui estimaient qu'ils n'avaient pas envie de se faire dicter leur feuille de route par le couple franco-allemand. Ça, c'est évident, bien sûr. C'était des propositions ouvertes, etc. Et deuxièmement, j'ai eu le sentiment, on verra ce que donnera l'avis demain de la Commission, jeudi ou demain, je ne sais pas, de la Commission, mais oui, c'est mercredi la Commission, effectivement. J'ai eu le sentiment que on allait plutôt marcher sur des voies assez traditionnelles. Et je veux dire, ça nous inquiète, cette absence de renouveau potentiel. Alors, moi, je sais ce que vous faites, Madame la Ministre. Je sais votre conviction européenne. Je sais l'engagement du président de la République sur les affaires européennes. Je sais à quel point le gouvernement de la République française pousse à la roue pour plus d'unité, plus d'imagination, plus d'originalité. Donc, ne croyez pas que quand j'émets des propos qui peuvent paraître sceptiques sur l'Europe, mais point eurosceptiques, il y ait dans mon esprit une critique particulière ou la moindre critique à l'égard de ce que vous faites au quotidien dans le cadre du gouvernement à la place que vous a désigné le président Macron et Madame Borne. Il n'y a pas. Mais malgré tout, nous sommes dans une situation de perplexité. Nous sommes dans une situation de perplexité parce que nous sommes dans une conjoncture internationale effroyable, avec une guerre d'Ukraine très incertaine, une tragédie arménienne dont plus personne ne parle, mais qui ressort à nouveau assez fragilisée, la situation de l'Arménie, par les événements du Moyen-Orient, qui laissent un peu les coups des franches à l'Azerbaïdjan et à la Turquie pour mener des opérations un peu déstabilisatrices en Arménie. Et surtout, évidemment, nous sommes complètement effrayés par l'ampleur des bouleversements qui se produisent au Moyen-Orient, par le fait que la feuille de route qui a toujours été celle des Européens n'a pas du tout été suivie ces dernières années au Moyen-Orient, et par les conséquences que tout cela revêt. Et on a le sentiment que, à part la France qui veut vraiment faire des choses, les Européens sont perdus entre des procédures, des rendez-vous, des instances, des choses, des obligations de moyens, des programmes particuliers. On n'a pas le sentiment que l'Union européenne soit pleinement consciente dans l'ensemble de ses composantes des responsabilités historiques énormes qui pèsent aujourd'hui sur l'Union, parce que je pense que c'est partagé par les collègues, quelles que soient leurs opinions. Nous savons bien que si nous ne sommes pas à la hauteur de la situation dans les mois qui viennent, eh bien, le destin de notre civilisation, de notre continent européen sera très fragile. Nous risquons d'être marginalisés. Nous n'avons pas les mêmes idées les uns et les autres.
il y a une idée globale qui est dominante dans cette commission, c'est qu'il faut aller vers plus d'Union européenne. Elle n'est pas unanime, mais elle est globale. Et que nous devons donc construire une force politique européenne. Mais nous avons le sentiment qu'il y a entre cette attente d'une grande partie de nos membres et au-delà d'une grande partie de l'opinion et la façon dont les États traînent les pieds, se réunissent, se conciliabulent, etc., il y a un fossé qui est tout à fait considérable. Ce fossé pourra-t-il être comblé par la campagne européenne qui va se dérouler dans les mois qui viennent? Je l'espère. En tout cas, nous savons que vous, Laurence Boone, secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de vous arracher à ce que le regretté Jean-Paul Sartre appelait le pratico-inerte. Vous avez la parole. Je ne peux pas vous applaudir, mais le crier. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots forts, prospectifs et vraiment précis sur tous les sujets qui sont en cours. Mesdames et Messieurs les députés, c'est évidemment un immense honneur de vous retrouver pour vous présenter donc les résultats du 3e sommet de la communauté politique européenne, qui, comme vous le rappeliez, s'est tenu à Grenade le 5 octobre dernier. Et évidemment, nous pourrons évoquer, puisque c'est votre souhait, les questions relatives à l'élargissement de l'Union européenne qui ont notamment été abordées le lendemain du sommet de Grenade en Espagne. Évidemment, et je voudrais dire avant toute chose que nous devons absolument garder à l'esprit que ce sommet s'est tenu juste avant les terribles attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël. Et donc, on a presque l'impression de parler du monde d'avant. Néanmoins, je crois que ça rend l'objectif de la communauté politique européenne, qui est de consolider le continent européen dans un monde plus dangereux, c'est probablement pas assez fort de dire ça, et encore plus crucial, évidemment, en regard de ce qui se passe au Proche-Orient. Voilà, donc je vais vous parler de ce qui s'est passé à Grenade, mais je suis à votre disposition pour répondre plus largement aux questions. Donc après la Moldavie, où s'était tenu le sommet le 1er juin, la CPE a fait son retour dans un pays de l'Union européenne. Et comme à Prague il y a un an, à la veille d'une réunion informelle du Conseil européen. Évidemment, ce retour s'est effectué dans un contexte européen qui était tendu, puisque c'était 8 jours après l'invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et à ce propos, vous avez mentionné un de vos rapports, mais je voudrais dire que je suis aussi très reconnaissante, comme l'est l'ensemble du gouvernement, à la mobilisation de l'ensemble de la représentation nationale et en particulier votre commission pour soutenir l'Arménie. Et donc, je voudrais saluer à cette occasion la qualité du rapport d'information que vous avez bien voulu présenter à vos collègues au sujet de votre déplacement en Arménie du 13 au 16 décembre. Avant de revenir sur les détails, je crois, et vous avez été un peu pessimiste, mais d'abord, il faut noter que la participation a été au rendez-vous, puisque, à l'exception du Danemark, qui n'était pas là pour des raisons parlementaires, et de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, tous les États membres de la CPE étaient présents à Grenoble. Et en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et la Turquie, le président de la République l'a dit, nous avons regretté leur absence, puisque la CPE est précisément le lieu qui doit permettre de surmonter les crises régionales et qui doit permettre d'évoquer les sujets les plus épineux de façon informelle mais sérieuse entre leaders. Donc, hormis ces 3 États, nous avions l'intégralité de la famille européenne qui a pu marquer à nouveau son soutien et à l'unanimité, je crois que c'est très important, au président Zelensky, et puis aussi pousser des initiatives plus concrètes sur des problématiques d'intérêt commun. Alors, comment ont été organisés ces échanges? D'abord, une séquence plénière où Pedro Sánchez, Volodymyr Zelensky, Charles Michel et Ursula von der Leyen ont mis l'accent sur lesquels ils voulaient discuter. Donc, les défis communs que nous avons, évidemment,
continuer à lutter à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Et la nécessité ici, elle est à la fois sur le plan de la géographie comme sur celui des valeurs et sur l'architecture de sécurité européenne à venir. Il y a également eu des discussions sur les questions énergétiques et migratoires, et j'y reviendrai. En ce qui concerne les détails des thèmes abordés, il y avait des tables rondes portant sur le multilatéralisme, l'énergie, la transition climatique et bien sûr les enjeux numériques. Voilà, et puis, et c'est bien l'objet de la CPE, beaucoup de temps réservé aux entretiens à la fois bilatéraux et unilatéraux, pendant lequel le président de la République a pu s'entretenir notamment avec le président Zelensky, avec la présidente Maya Sandu, avec la présidente Osmani, le président Vučić, le Premier ministre Pachinian en compagnie du président Michel et du chancelier allemand. Et enfin, il y a une réunion sur la lutte contre les réseaux de passeurs et les migrations illégales qui avait été organisée par le Premier ministre Sunak et la présidente Meloni, à laquelle étaient associés Ursula von der Leyen, le Premier ministre albanais Edi Rama et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Vous connaissez les circonstances politiques particulières espagnoles dans le cadre duquel s'est tenu le sommet à Grenade, et je crois dire que malgré ces circonstances, le sommet a prouvé encore sa pertinence, son utilité et le fait qu'il était nécessaire d'avoir des échéances biannuelles. Donc nous sommes assez optimistes sur la suite et notamment sur la perspective du sommet britannique qui aura lieu au printemps, puisque Londres a manifesté depuis la première réunion à Prague son intérêt pour ce format qui n'est pas évidemment totalement étranger au fait qu'il n'est plus dans l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne les éléments concrets, je viendrai à la géopolitique ensuite. Le président de la République a pu faire le suivi d'initiatives qu'il avait lancées à Chisinau en juin dernier, et notamment sur la cybersécurité. Vous savez qu'avait été lancée une réserve cyber de l'Union européenne pour tous les pays de la CPE. Cette réserve qui vise à déployer très rapidement des experts de confiance dans chaque pays victime d'une cyberattaque d'ampleur, et on en voit toutes les semaines. Donc ça, c'est une initiative très concrète pour lutter contre les actes malveillants, et les discussions progressent à Bruxelles et nous devrions avoir un accord d'abord au Conseil puis au Parlement dans les prochains mois pour la soutenir financièrement. Et plusieurs partenaires, l'Estonie, la Moldavie, la Slovénie, l'Albanie, l'Ukraine, la Macédoine du Nord, ont rejoint cette initiative et travaillent également à sa mise en œuvre. Et puis, je crois que les événements nous rappellent aussi qu'il faut encore et toujours renforcer le sentiment d'appartenance aux valeurs européennes, ce sentiment d'être un citoyen européen, et pour cela, en particulier, avec la jeunesse. Et c'était le sens de la proposition du président d'étendre à tous les pays de la CPE le pass Interrail, qui, comme vous savez, permet particulièrement aux jeunes de moins de 28 ans de découvrir l'Europe pendant quelques semaines, de faire des rencontres, en somme, de se sentir européen. Et la Commission va travailler dans les prochains mois à sa réalisation. Voilà pour quelques initiatives concrètes, et il y en aura d'autres dans les sommets qui viennent. En ce qui concerne l'Ukraine, le président, comme tous les Européens, ont réaffirmé très clairement le soutien de la France, le soutien de tous les Européens. Ils ont pu faire une évaluation, un point sur l'évolution de la situation sur le terrain, sur les réponses, sur les besoins en armement, sur les besoins de formation et sur la progression des combats. Et je crois qu'il était important qu'une fois de plus, toute la CPE, toute la famille européenne soutienne de nouveau l'Ukraine et réaffirme qu'elle continuerait de la soutenir humanitairement, financièrement, économiquement et militairement, tant que nécessaire, et jusqu'à ce que l'Ukraine décide des conditions de la paix. C'était important puisque, à la fois en raison de la situation américaine et en raison des événements au Karabakh, et puis maintenant, a fortiori, avec ceux au Proche-Orient, il faut montrer que l'on n'oublie pas l'Ukraine. De la même façon, sur l'Arménie, là aussi, il était important d'apporter un soutien et de répéter ce soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des frontières de l'Arménie. Et c'est bien ce que le président de la République a fait avec Charles Michel et Olaf Scholz lors de la rencontre avec le Premier ministre Pachinian.
Ils ont également annoncé le renforcement de l'aide humanitaire et un approfondissement des relations entre l'Union européenne et l'Arménie. Comme vous, je crois que tout le monde a regretté que le président Aliyev ait décidé de ne pas venir. Et personne n'a jamais refusé la participation de quiconque, donc ni du président Aliyev, ni du président turc, à des échanges à Grenade. Ne croyez pas toujours ce qui est dit dans la presse. Mais on peut bien garder de le faire. Voilà, et donc, comme vous savez, ce n'est pas du tout notre approche pour la résolution des crises régionales, et c'est en plus vraiment contraire à l'esprit de la CPE. Donc les négociations sont bien sûr relayées à Bruxelles, mais c'est bien quand ça peut être appuyé et avancé lors de la CPE. En ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, la présidente de la République du Kosovo était présente. Il faut reconnaître que beaucoup des négociations se font entre les premiers ministres. Et d'ailleurs, un suivi a été fait lors du Conseil européen à Bruxelles, fin octobre. Je crois qu'il est important de dire que ce dialogue continu fait qu'on ne perd pas les gens et qu'on peut toujours continuer de discuter et d'avancer et aussi de mettre des limites à ce qui est fait. Donc vous récusez le terme d'essoufflement. Absolument, totalement. Sur l'immigration, qui a été un des sujets et des réunions importantes, notamment quelques jours après les arrivées massives qui se sont déroulées à Lampedusa. Là, il a été acté, dans le cadre que je vous ai présenté tout à l'heure, de renforcer et structurer notre coopération de tous ces pays pour lutter, de tous ces pays et de l'Union européenne, pour lutter contre les trafiquants. Et l'idée était d'avoir une approche véritablement plus globale pour s'attaquer aux crimes organisés du trafic d'êtres humains et plus coordonnée avec tous les pays d'origine comme de transit. Et donc, c'est un véritable combat qu'on va mener contre ce crime organisé. Sur le prochain sommet britannique, l'immigration devrait continuer d'être au cœur de ce sommet. Il aura lieu au printemps prochain. Je crois que c'est un bon format à la CPE, puisque évidemment les voies des passeurs, comme vous savez, passent par les Balkans occidentaux. Et puis, ça vient en complément de ce qui est fait à Bruxelles avec le pacte asile-migration. En outre, nous avons déjà entamé un travail avec les Britanniques pour que ce format permet aussi de retrouver des conversations à l'échelle du continent, puisque bien évidemment, les réseaux de passage ne sont pas uniquement sur la Manche, et conversations à l'échelle du continent qu'ils ont perdues depuis le Brexit. Je tiens à souligner à cet égard que depuis le Brexit, le Royaume-Uni a 2 fois plus de migration que lorsqu'il était dans l'Union européenne. Enfin, vous vouliez parler de l'élargissement. Alors, le sommet était évidemment l'occasion de rappeler la nécessité stratégique de l'adhésion des Balkans occidentaux, de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Et pour reprendre la phrase du président de la République à Bratislava le 31 mai dernier, la question n'est pas savoir si elle doit se faire, et ça doit se faire naturellement, ni même quand il doit avoir lieu et rapidement, mais plutôt comment. Et sur ces questions, qui sont sensibles, qui sont parfois difficiles, il est extrêmement important pour nous de bénéficier des travaux du Parlement, y compris de propositions, puisque vous en faites beaucoup. Vous l'avez mentionné, et je vous ai félicité, je le refais. Je salue la grande qualité de votre rapport, qui m'a été cité plusieurs fois, notamment dans des réunions publiques, mais aussi chez nos voisins européens, sur les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous aurons l'occasion d'y revenir et d'en débattre. Je voudrais juste souligner à ce stade que le rapport franco-allemand avait comme vocation de créer des réflexions dans toute l'Europe et de mettre d'autres pays à la tâche de réfléchir à la transformation de l'Union européenne, à la fois dans sa dimension élargissement, mais dans sa dimension de réforme aussi, pour avoir l'Union européenne que nous voulions. Et ça a marché, puisque nous avons des propositions qui viennent des Scandinaves, des Baltes ou encore du Portugal. Ce n'est néanmoins pas un rapport gouvernemental, ni la position du gouvernement.
Que pense donc le gouvernement ? Eh bien, ma conviction, c'est que nous devons encourager les pays candidats à aller plus vite sur la voie d'adhésion en accélérant le rythme des réformes. Pourquoi ? Parce qu'ils seront avec nous ou ils seront avec les Russes et les Chinois. Et je ne sais pas ce qui est le plus dangereux pour l'Union européenne. Enfin, où je le sais parfaitement, c'est qu'ils soient du mauvais côté de la barrière. Je vous laisse. Et pour cela, nous avons les propositions d'intégration graduelle qui datent de la présidence française de l'Union européenne notamment, mais pas que. Elles viennent également d'Autriche, qui sont un bon moyen de récompenser les progrès réalisés et d'inciter les candidats à accélérer le rythme des réformes. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est réversible et si un candidat régresse dans les réformes, eh bien, il régressera dans son chemin vers l'accession. Maintenant, cette approche, elle doit être rendue opérationnelle par la Commission pour qu'elle puisse être mise en œuvre et avec des conditionnalités très claires avec les pays candidats rapidement. Et puis, bien évidemment, nous, Européens, devons nous préparer au mieux à cet élargissement et surtout aux nécessaires réformes pour que l'Union européenne fonctionne mieux dans les années à venir. L'Europe de demain, elle devra être à la fois plus forte pour accueillir ces nouveaux États membres dans les meilleures conditions possibles, mais je crois qu'elle doit aussi reposer encore mieux sur ses valeurs qui sont l'état de droit, ses intérêts qui sont le marché unique, réduire ses dépendances notamment à des pays qui les utilisent pour faire levier sur nous et renforcer sa souveraineté et sa capacité d'action. Et c'est parce qu'on renforcera l'Europe économique que l'on renforcera sa capacité d'acteur géopolitique, les deux étant complètement liés. Voilà, je vais le répéter, au risque de déplaire à certains. L'avenir de l'Ukraine, de la Moldavie et des Balkans occidentaux se trouve dans l'Union européenne. Nous partageons avec ces pays une même communauté de destin et nous attendons, comme vous l'avez souligné, demain, le rapport annuel sur le paquet élargissement par la Commission. Ce rapport annuel fera le bilan des avancées et servira de base aux discussions que nous aurons dans la perspective du Conseil de décembre. Voilà, c'est évidemment à cette conclusion que sont parvenus les chefs d'État et de gouvernement des 27 lors du Conseil européen informel de Grenade. Je crois que c'est très important puisque le point que nous voulions et qui est dans le communiqué, dans les conclusions du Conseil, c'est qu'il faut travailler simultanément sur les réformes de l'Union européenne et la mise en œuvre de l'élargissement. Et c'est comme cela que nous arriverons à dessiner les contours d'une Europe plus forte, qui sera un bastion de démocratie dans un monde qui est quand même très tourmenté. Et vous avez raison, Monsieur le Président, je crois que la France, sur le sujet, est un réel moteur de l'Union européenne, puisqu'elle a tout à fait confiance que pour être souverain dans le monde actuel, il faut s'appuyer sur une Europe forte et que tout seul, nous n'irons pas très loin. À cet égard, vous allez me permettre de remercier à nouveau votre commission pour placer le sujet au cœur des débats. Et je ne peux que me réjouir que les parlementaires français s'intéressent à cette question et contribuent aux réflexions au long cours. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était normal que vous soyez un peu plus optimiste que moi. L'essentiel, c'est que nous soyons l'un et l'autre, les uns et les autres aussi déterminés. Ce que vous êtes, je n'en doute pas. Bon, on va pas. Vous avez évoqué de nombreux sujets. Ça mériterait chaque fois vraiment un approfondissement. Ben, c'est cet approfondissement que nous allons réaliser maintenant avec les groupes. C'est le groupe Renaissance qui va ouvrir le débat et c'est M. Vibert qui est chargé de le faire. Merci, Monsieur le Président. Dans les limites que vous connaissez. Madame la Ministre, au nom de notre groupe, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre commission et vous remercie pour votre présentation des enjeux du 3e sommet de la communauté politique européenne qui s'est tenu à Grenade les 5 et 6 octobre dernier, ainsi que sur les défis qui attendent le prochain Conseil européen. Durant ces 2 journées, les dirigeants européens et leurs voisins ont débattu sur un certain nombre de points afin de rendre l'Europe plus résiliente, prospère et géostratégique dans un contexte géopolitique qui se tend chaque jour un peu plus sur notre sol ou à nos portes. Guerre en Ukraine, conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou encore entre la Serbie et le Kosovo
explosion des tensions au Proche-Orient, relancée par l'attaque terroriste menée par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, suite du Brexit, phénomènes migratoires multiples, crise environnementale, sujets liés au cyber, et j'en oublie certainement. Face à ces défis, l'Union européenne a l'impérieuse mission d'élaborer une approche commune et coordonnée impliquant l'ensemble de ses États membres, à l'heure où des intérêts nationaux peuvent diverger sur un certain nombre de sujets, notamment économiques et industriels. Pour faire face à des acteurs géopolitiques majeurs tels que la Russie, la Chine ou les États-Unis, l'Union européenne est plus efficace lorsqu'il existe une coordination étroite entre les États membres pour élaborer des positions communes, négocier des accords et peser sur la scène internationale. Ainsi, élu d'un département frontalier, les Ardennes, je mesure à quel point la coopération transfrontalière, la libre circulation des biens et des personnes et la coordination des politiques régionales sont des éléments essentiels de la vie quotidienne de nos concitoyens français et européens. Or, la question de l'élargissement n'est pas exempte de défis. Elle exige des efforts considérables de la part des pays candidats pour se conformer aux critères d'adhésion. C'est un processus qui exige une vigilance continue pour garantir que les normes et les valeurs de l'Union européenne soient préservées. C'est tout l'enjeu du Conseil européen qui se tiendra les 14 et 15 décembre prochains. Aussi, je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Quels sont les critères jugés comme prioritaires par l'Union européenne en matière d'élargissement et comment compte-t-elle les appliquer aux pays candidats alors que les enjeux diffèrent d'un pays à l'autre ? Enfin, comment la France entend sauvegarder ses intérêts ? Je pense notamment à la politique agricole commune pour nos agriculteurs qui pourrait être fortement impactée par cet élargissement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez été l'objet de questions frontales et, à mon avis, pertinentes et justifiées de la part de monsieur Vibert. La parole vous appartient, après le temps nécessaire de réflexion que vous souhaitez vous réserver. Monsieur le Président, je vous remercie, monsieur le député. Merci pour votre question. Vous avez raison, les normes et les valeurs de l'Union européenne sont ce qui nous rassemble le plus et vont être vont être le socle des critères prioritaires. La première des choses, la valeur unanime sur laquelle tous les États membres, dès que nous parlons d'élargissement, s'entendent, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est comme vous le savez, l'indépendance et l'impartialité de la justice, l'indépendance et la pluralité des médias, la lutte contre la corruption et s'assurer de processus démocratiques électoraux loin d'ingérences étrangères. Et ça, c'est le socle sur lequel repose notre Union européenne. Et ce sont les conditions que nous demandons le plus à tous les États candidats. Je crois que nous y avons aussi intérêt. Pourquoi ? Parce que si l'état de droit est renforcé dans chacun des pays qui sont à notre frontière, c'est en fait moins de soucis avec nous-mêmes en matière de justice, en matière de ce qui se passe aux frontières. Et vous l'avez mentionné, il y a à peu près un tiers des habitants de l'Union européenne qui vivent près d'une frontière. Et donc, ça nous sécurise de leur demander cela sur tout le chemin des négociations à l'adhésion. Donc, c'est vraiment le bloc principal. Évidemment, il y a l'acquis communautaire. Et puis, nous attendons, puisque la présidente de la Commission l'a présenté plusieurs fois, le plan de croissance qu'elle dédie aux Balkans et ce qu'elle va dédier à l'Ukraine et la Moldavie, qui en fait ressemble beaucoup dans son format au plan de relance que les Européens avaient mis en place à la suite de la crise Covid. Et là, en gros, c'est soutien financier contre réforme et avec des jalons, avec des dates butoirs, avec des choses extrêmement précises. Mais surtout, il y a une chose supplémentaire sur laquelle nous devons insister, c'est qu'avec la nouvelle méthode de l'élargissement, les choses sont réversibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on l'a vu avec les expériences de certains pays de l'Est aujourd'hui qui, comme vous le savez, sont sous des procédures en matière de manquement à l'état de droit et donc ne touchent pas les fonds européens, ce qui les incite effectivement à se remettre en ligne avec des normes justes pour la justice. Par exemple, là, si nous observons qu'il y a retrait en matière d'état de droit, si une réforme de la justice
diminue l'impartialité des juges, si le politique essaye de se mêler des médias, eh bien, nous retirerons des moyens financiers et nous les ferons reculer sur le processus de l'adhésion. Donc, c'est à la fois incitatif et en même temps, vraiment, je crois, pas du tout naïf. Le processus est totalement maîtrisé. Et en ce qui concerne l'agriculture, comme je l'ai mentionné, nous devons revoir... Pardon, je dépasse juste un petit mot. Non, mais bien sûr, je vous avertis que vous dépassiez pour que vous puissiez dépasser maintenant. Et tranquillement. Après. Très bien, Monsieur le Président. Il y a actuellement en cours une revue des politiques qui sont effectuées, des politiques de l'Union européenne qui est effectuée par la Commission et qui, je crois, sera rendue en mars. Ce doit être la base de nos travaux sur comment nous faisons évoluer ces politiques dans la perspective de l'élargissement. Nous aurons probablement une mandature, peut-être 2 mandatures, de façon à faire cela en toute transparence, avec bien sûr des rendez-vous fréquents, et non seulement au Parlement européen, mais ici, devant votre commission et devant celle des affaires européennes. Merci. Je vous remercie. C'est Monsieur François pour le Rassemblement national qui s'exprime maintenant. Je vous remercie, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président, chers collègues. Le Conseil européen prévu le 14 et 15 décembre prochain a pour ordre du jour les perspectives d'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, un sujet sur lequel le Rassemblement national est fermement opposé. Les candidats officiels sont nombreux, Albanie, Serbie, Turquie, Monténégro, Kosovo, Moldavie et l'Ukraine. Tant de pays instables, pour certains marqués par la corruption d'ailleurs, avec un décalage avec nos droits et nos valeurs fondamentales qui engendreraient d'ailleurs des défis sans limite pour protéger nos frontières face aux migrations extra-européennes notamment. Si vous obstinez à nier l'existence d'un risque sécuritaire pour l'Union européenne et nos frontières extérieures, vous ne pouvez pas nier le risque économique qui est inhérent à l'adhésion de nouveaux pays. Les divergences économiques sont fortes. Par exemple, le salaire médian en Albanie s'élève à environ 435 $ par mois. Comment pouvez-vous envisager une convergence économique crédible sans affaiblir nos propres économies via par exemple la concurrence déloyale venant de ces pays ou peut-être même des délocalisations d'entreprises vers ces pays? Il est essentiel de rappeler que tout élargissement a un coût. La politique de cohésion européenne représente près d'un tiers du budget total de l'Union européenne. Entre 2021 et 2027, la politique de cohésion a coûté plus de 426 milliards d'euros aux États membres, un coût qui est élevé et qui exploserait en cas d'élargissement. Nous pouvons évidemment attendre une explosion des contributions françaises et allemandes d'ailleurs, une hausse qui devrait peser sur les finances publiques de notre pays qui sont déjà très fragiles. Les conséquences économiques seraient sans réserve désastreuses pour de nombreux pays, dont la France. Selon le Financial Times, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne engendrerait par exemple une réduction de 20% des subventions agricoles accordées aux autres États membres par hectare cultivé. Oui, par hectare cultivé. Alors, je m'interroge donc sur l'impact financier d'un élargissement pour les Français. Madame la Secrétaire d'État, à combien évaluez-vous l'impact financier de ces élargissements et pourriez-vous énumérer et mesurer les répercussions sur les subventions accordées à notre pays, telles que les subventions agricoles? Il est inutile de rappeler que la situation économique de la France et des Français ne nous permet absolument pas d'assurer des élargissements qui sont aussi coûteux. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Madame la ministre, vous répondez à Monsieur François. J'interpelle. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député. Vous avez raison, il y a plusieurs risques. D'abord, le risque sécuritaire. Je crois que le risque sécuritaire le plus grand, c'est de les laisser en dehors de tout espoir européen. Pourquoi? Parce que la Russie et la Chine n'attendent que ça pour renforcer ou s'ingérer dans leurs affaires, vous les connaissez parfaitement, à la fois en matière d'investissement en infrastructures non soutenables, à la fois en matière de désinformation, à la fois d'ailleurs parfois en matière de corruption. Donc pour lutter contre le risque sécuritaire, la meilleure des choses à faire est de leur demander de réformer leurs institutions. Et ce n'est pas parce que nous allons gentiment de demander de réformer les institutions qui vont le faire, c'est parce que nous allons leur demander de les réformer pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, processus qui, je le rappelle, ne se fait pas dans un claquement de doigts, mais va demander plusieurs années, voire presque, et c'est difficile à nous de dire, parce que ça dépendra de ce qu'ils font, mais ça prend du temps de revoir les institutions, et ça n'est pas pour demain. Ce qui m'amène au risque économique. Évidemment, ils doivent converger pour entrer dans l'Union européenne. Donc, à nouveau, ouvrir les processus, quelle que soit la décision politique de décembre, l'entrée n'est pas pour demain, elle n'est probablement même pas pour 5 ans. Donc, rien ne sert de brandir la peur pour un processus qui doit en fait nous renforcer, nous, économiquement. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs? Que nos entreprises continuent de se développer sur le sol européen
et qu'elle crée des emplois partout sur le sol européen, renforçant notre souveraineté européenne, ou que nous nous rétrécissions sur nous-mêmes en les voyant aller investir en dehors de l'Union européenne. Donc la convergence économique, elle aura lieu au fur et à mesure de l'acquis communautaire et au fur et à mesure des échanges avec le marché unique, échanges qui d'ailleurs ont déjà lieu dans un certain nombre de secteurs. Ensuite, vous m'avez interrogé sur les politiques. Je vois d'ailleurs que vous n'avez pas de suggestions de réforme, alors que, comme je le disais, nous serions extrêmement reconnaissants d'avoir des propositions de cette commission en particulier et de l'ensemble de la représentation nationale. Je viens de vous dire que nous allions revoir les politiques pour les adapter au monde de demain. Et cela concerne bien évidemment la politique de la cohésion. C'est pour cela que le papier, l'article du Financial Times que vous citez, qui ne s'appuie sur aucune source officielle, je suis sûre que vous l'aurez noté, ne correspond à rien, puisqu'il ne s'appuie en aucun cas sur la réforme qui nous attend. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, soit on est tout seul dans notre coin avec nos 65 millions et on se recroqueville, soit on décide que consolider nos frontières, amener les pays au niveau d'état de droit et au niveau économique qui est le nôtre, va nous permettre de vivre sur un continent qui sera stable, sûr et qui jouera à part égale avec les États-Unis et la Chine. Je vous remercie de votre question. Voilà, on ne va pas se recroqueviller, vous avez raison. Pendant ce débat, en tout cas. Madame Soudé, pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous êtes présente devant nous aujourd'hui pour discuter de l'avenir de l'Europe et de son élargissement à d'autres pays membres. En dépit des beaux discours où l'Europe fait sienne des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la démocratie, les droits humains, l'état de droit et le respect de la dignité humaine, la réalité n'est pas belle à voir. Les principales règles sur lesquelles refuse de transiger l'Union européenne sont exclusivement économiques. Pour le reste, c'est laxisme et compagnie. Parlons de dignité humaine, par exemple. La situation israélo-palestinienne en est un révélateur. L'Europe n'arrive pas à prononcer une seule fois la volonté d'un cessez-le-feu. Ursula von der Leyen s'est illustrée après de nombreuses bourdes, elle qui n'a jamais été élue par personne, en appuyant Israël sur les massacres perpétrés dans la bande de Gaza. Plus de 10 000 personnes ont été tuées, dont 40% d'enfants, et l'ONU parle d'un risque génocidaire. Parlons de droits humains. La Hongrie a sorti en 2021 une loi anti-LGBT. Cela fait plus de 2 ans que les pays de l'UE parlent de sanctions. Qu'en est-il aujourd'hui ? Rien n'est fait. Les menaces de sanctions s'enchaînent sans aucune action concrète. Parlons d'égalité. L'Europe ayant été construite comme un marché, les élargissements successifs, plutôt que de tirer tout le monde vers le haut, ont au contraire poussé les entreprises à réaliser un dumping social important avec les pays de l'Est. Rajoutez à cela l'austérité économique des fameuses règles d'or, et vous avez en résultat la montée du populisme d'extrême droite partout en Europe. Parlons de l'état de droit. La France, le pays des droits de l'homme, paraît-il, s'est illustré à de nombreuses reprises avec des lois liberticides, notamment des arrêtés anti-manifestation, des violences policières en nombre, le tout ayant été remarqué par la défenseure des droits en France ou encore celle de l'ONU. Qu'a fait le gouvernement auquel vous appartenez ? Il a ri. Bref, Madame la Ministre, avant de vouloir absolument discuter de possible élargissement de l'Union européenne, discutons déjà de quelle Europe nous voulons. À la France Insoumise, nous souhaitons une Europe des peuples, une Europe sociale, une Europe de la paix. Quand allez-vous enfin arrêter de vous essuyer les pieds sur ces belles valeurs en faisant passer l'argent et le PIB en premier ? Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez répondre à Madame la députée de la France Insoumise ? Oui, absolument, Monsieur le Président. Madame la députée, en fait, je vais vous répondre méthodiquement. Tout ce que vous dites est archi faux. Donc, on va commencer par le début. Il y a eu des conclusions au Conseil européen de la fin octobre qui spécifient précisément, qui rappellent d'abord la condamnation des attaques terroristes du Hamas, le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international et humanitaire, la libération des otages et une trêve dans la bande de Gaza. Et je vous rappelle que demain, nous avons la conférence humanitaire qui se tiendra à Paris. L'Union européenne, ça c'est la première chose. Deuxième chose, l'Union européenne ne se mêle pas et n'a pas vocation à se mêler de tout. Donc en ce qui concerne les droits LGBT, nous faisons, nous, France,
pression sur les pays qui ne les respectent pas parce que ce sont nos valeurs, mais ça n'est pas inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. Mais nous continuerons, nous, de nous battre parce que ça représente nos valeurs. En ce qui concerne l'austérité économique, je crois qu'on a quand même envie de rigoler un petit peu. Il suffit de regarder comment ont évolué les dépenses publiques dans tous les pays de l'Union européenne depuis la crise Covid et la façon dont a été gérée admirablement la crise Covid, puisque les emplois ont été préservés. Nous avons aujourd'hui le taux d'emploi le plus élevé depuis 4 décennies et le taux de chômage le plus bas. Le populisme d'extrême droite a été défait en Espagne. Donc peut-être vous n'avez pas été au courant, mais il y a un nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place. Et en fait, quand j'entends votre injonction à la fin de votre discours sur quelle Europe avec sociale et la paix, vous ne voulez même pas du rattrapage des pays de l'Europe de l'Est vers notre convergence, puisque vous trouvez qu'ils font du dumping social. Je trouve que c'est un peu choquant. Nous voulons précisément que tous les peuples européens, y compris ceux des pays candidats, trouvent le même niveau de vie que chez nous, qu'en Union européenne, et le même niveau de liberté de parole que chez nous, le même niveau de démocratie, de respect, de dignité et de droits humains. Vous êtes les seuls, je vous rappelle, qui pouvaient dire ce que vous dites dans la rue. Il y a certains pays où ça n'est même pas possible et où la presse n'est pas libre. Merci, Madame la Ministre. La parole maintenant est pour les Républicains à Monsieur Settlinger. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, le sommet de la communauté politique européenne s'est tenu avant le 7 octobre et l'attaque du Hamas. Depuis cette date, le monde entier a les yeux rivés sur ce qui se passe au Proche-Orient. Cependant, au même moment, la guerre continue en Ukraine et en raison de la situation américaine, un désengagement partiel des États-Unis envers l'Ukraine n'est pas à exclure. Or, force est de constater l'absence d'une stratégie européenne consolidée pour gérer la guerre en Ukraine. Sans les États-Unis, les Européens auraient du mal aujourd'hui à soutenir efficacement l'Ukraine et on pourrait craindre un scénario similaire au retrait américain d'Afghanistan. Dans ces conditions, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes la communauté politique européenne a-t-elle envisagé pour renforcer et mieux coordonner son soutien à l'Ukraine pour être prêt en cas de désengagement américain? Deuxième sujet sur lequel j'aurais souhaité vous interroger concerne l'immigration. En effet, plusieurs pays membres de la communauté politique européenne qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont situés sur des routes migratoires. Je pense notamment aux Balkans. Dans ces conditions, avez-vous évoqué, Madame la Ministre, avec ces États, les modalités de coopération afin que ces États puissent freiner l'arrivée massive de migrants par ces routes? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, vous avez raison, et je crois que c'est un des points sur lesquels vraiment le Conseil européen de fin octobre a insisté, c'est qu'il restait complètement mobilisé pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire et avec le plan de paix en 10 points qu'elle a préparé et au moment où elle décidera de cela. L'Union européenne prépare également des engagements de sécurité envers l'Ukraine. Pour ceux qui s'intéressent aux pays baltes et aux pays de l'Est, il faut rappeler, parce que nous sommes un peu loin, que la grande angoisse et la terreur de ces pays, c'est d'être les prochains sur la liste. Donc assurer la sécurité de l'Ukraine, c'est assurer leur sécurité et notre sécurité, et c'est pour ça que nous y travaillons déjà. Il y aura lundi à Bruxelles un conseil affaires étrangères qui va aussi permettre de renforcer ce que nous faisons sur le côté sécuritaire, y compris militaire. Au-delà des 50 milliards que vous connaissez, il va y avoir des discussions sur la consolidation, le renforcement de la facilité européenne de paix, sur la mission de formation. Vous savez que nous formons beaucoup de soldats ukrainiens dans toute l'Union européenne, et également sur toutes les questions de cybersécurité qui sont au cœur de cette guerre et au cœur de notre démocratie. Vous avez mentionné la route des Balkans pour les migrants. Aujourd'hui, je crois que la route de la Méditerranée est aussi importante que la route des Balkans. Et les deux font partie de ces réseaux de crimes organisés que je mentionnais dans mon introduction. Et c'est pourquoi la protection des frontières extérieures passe effectivement
par un renforcement à la fois des discussions entre les pays de la Méditerranée de notre côté et de la rive sud, mais aussi avec les Balkans. Dans les conditions que nous discutons avec les pays des Balkans pour l'adhésion à l'Union européenne, il y a également des conditions pour d'alignement à la fois sur la politique de sécurité que mène l'Union européenne, donc vis-à-vis de l'Ukraine, et l'application des sanctions, et aussi sur les politiques de visa, qui d'ailleurs commencent à porter leurs fruits, puisque effectivement les flux par les routes des Balkans sont en train de diminuer, et donc nous maîtrisons cette route de mieux en mieux. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Maintenant, voilà, celle qui va sauver l'honneur du MoDem, puisque elle est la seule présente ici, c'est ma collègue Louise Morel. Louise, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je suis très heureuse de m'exprimer pour la première fois devant la Commission des Affaires étrangères. Madame la Ministre, vous l'avez rappelé, le président turc ainsi que des représentants des pays concernés par des crises régionales comme le président azerbaïdjanais, le Premier ministre kosovar étaient absents lors de ce 3e sommet de la communauté politique européenne qui s'est tenue à Grenade le 5 octobre dernier. Pourtant, la communauté politique européenne a été conçue comme un espace de dialogue, de coopération qui vise à rapprocher les sociétés civiles du continent, et ces absences interpellent grandement, d'autant plus lorsque l'on observe qu'en réalité, c'est la question des perspectives d'adhésion à l'Union européenne qui ont été l'un des débats centraux lors de ce sommet. En évoquant ce sujet des perspectives d'adhésion, je tiens bien entendu à saluer la qualité du rapport sur la proposition de résolution européenne relative aux suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été réalisée par notre brillant président de commission en juillet dernier. Ce rapport illustre bien le triple défi qui se pose aujourd'hui à l'Union, celui de son identité, celui de sa gouvernance et celui de sa position géopolitique. Alors, la situation des perspectives d'adhésion est aujourd'hui la suivante. Nous avons 8 États candidats à l'adhésion, un processus d'élargissement qui est en crise ces dernières années. En témoigne l'enlisement de la candidature de la Turquie, l'avènement du Brexit ou encore la montée des démocraties illibérales hongroises et polonaises qui remettent en cause nos valeurs et nos principes. Le contexte de la guerre en Ukraine et la position des États balkaniques qui n'ont à ce jour pas rejoint l'Union s'ajoutent à ce tableau. Dès lors, Madame la Ministre, ma question est simple. À la veille des élections européennes, que pensent les Français et les Européens de l'élargissement de l'Union européenne suite aux échanges que vous avez pu avoir lors de ce sommet, et quelles perspectives d'adhésion concrètes peut-on attendre pour les pays des Balkans plus précisément? Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Madame la députée. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Très clairement, il est difficile de se prononcer avant le rapport de la Commission qui est demain et qui va donc nous présenter une évaluation des progrès que les différents États qui sont candidats à l'adhésion ou qui ont une perspective européenne ont effectués. Ce que je peux vous dire, c'est que la question de l'état de droit que vous avez mentionné sur la Hongrie et la Pologne est au cœur de toutes les discussions européennes. À chaque conseil et à quelque niveau de conseil que ce soit, c'est effectivement le point le plus important. Et il y a une vraie conscience qu'on est arrivé à des mesures très dures sur la Hongrie et la Pologne qui remettent soit en cause l'indépendance de la justice, soit son impartialité, et qu'il faut que l'on soit encore plus dur et dans la pérennité, dans la durée, avec les États qui vont nous rejoindre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à nouveau, je vais le répéter parce que parfois, il faut répéter, c'est mieux. Voilà. Il y a cette nouvelle méthode qui est fondée sur les mérites, mais aussi sur la réversibilité, avec cette volonté très très forte de tous les États membres d'être complètement en maîtrise de ce processus, qui est un processus généralement long, puisque ça prend entre 10 et 15 ans. Mais pour ne pas décourager les États, il y a cette idée d'intégration graduelle. Donc, quand quelque chose est fait, effectivement, il y a un bénéfice. Mais effectivement, s'il y a un retour, à ce moment-là, on reviendra en arrière. Donc, vraiment une grande maîtrise de ce processus. Sur la question de l'Arménie, je crois qu'il est juste de dire que la France est extrêmement mobilisée en soutien de l'Arménie et que nous l'avons été les premiers.
en partie parce que nous avons, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, une grande population arménienne en France. Nous nous mobilisons d'abord à titre bilatéral. Comme vous savez, Sébastien Lecornu a reçu son homologue à Paris pour un contrat d'aide militaire. Nous nous mobilisons au niveau européen, puisque nous avons demandé d'utiliser la facilité européenne de paix qui est déjà utilisée pour l'Ukraine pour aider l'Arménie à assurer sa sécurité. Nous allons renforcer la mission civile européenne EOMA en augmentant le nombre de personnels pour assurer la paix à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Mais je vais être vraiment très claire. Pour nous, avec l'Azerbaïdjan, il n'est pas possible aujourd'hui que ce soit business as usual. Et nous demandons des sanctions. Il y aura un Conseil Affaires étrangères le lundi 13 novembre et Catherine Colonna se mobilisera pour cela. Merci. Oui, je me permets d'ajouter, puisque un mot sur l'Arménie, c'est que les modifications, les bouleversements qui sont intervenus au Moyen-Orient ne sont pas sans retentissement sur la situation arménienne. Notamment, vous avez constaté que l'Azerbaïdjan avait exigé le rétablissement de sa souveraineté, de ses pouvoirs sur le Haut-Karabakh, au nom de sa souveraineté sur une enclave arménienne qui n'était pas considérée comme souveraine. Eh bien, aujourd'hui, il y a des enclaves arméniennes, il y a des enclaves azerbaïdjanaises en Arménie. Et l'Azerbaïdjan a complètement retourné sa doctrine et estime aujourd'hui que les enclaves arméniennes, les enclaves azerbaïdjanaises en Arménie doivent être considérées comme souveraines et rattachées à l'Azerbaïdjan. Nous avons donc là des éléments de contentieux, une pression considérable, des manœuvres conjointes des Turcs et des Azerbaïdjanais qui, effectivement, doivent recueillir toute notre attention et notre grande vigilance. Je voulais simplement assurer ce suivi, ce service après-vente du rapport que nous avons effectué à la suite de la mission. C'était très rapide, mais je pense que vous devez savoir que le dossier n'est pas clos, n'est pas gelé par l'abandon par l'Arménie du Haut-Karabakh, abandon qu'il est évidemment impossible qu'elle évite. Maintenant, la parole est pour les socialistes apparentés à M. Alain David. Alain, monsieur le député de la Gironde, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues. Merci pour ce compte rendu, Madame la Secrétaire d'État, que nous avions pu avoir au lendemain même du sommet de Grenade. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous sommes bien sûr favorables à toutes les initiatives visant à renforcer le multilatéralisme. Cependant, depuis l'édition de Prague et encore davantage en juin, lorsque nous avons constaté les absences pénalisantes des présidents turcs ou d'Azerbaïdjan, ce format montre ses limites et nous interroge. Après la guerre en Ukraine, dans ce monde qu'on appelle d'après, la conflictualité et le rapport de force tendent, hélas, à supplanter la diplomatie et la coopération. Il est nécessaire que nos diplomates rassurent les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. En effet, il serait délétère que la CPE soit perçue comme un moyen commode de repousser les discussions et les élargissements. Si la CPE doit représenter un cadre de dialogue utile, il faut des réalisations tangibles et une ambition diplomatique, comme celle dont nous avions su faire preuve au moment, par exemple, de la COP21 de Paris. Cela nous avait valu d'être, hélas, trop ponctuellement, classés premiers au classement du soft power en 2017. Que le temps passe vite. Ma question sera donc simple. Quelles sont les initiatives diplomatiques qui pourraient être prises afin que la France retrouve une véritable influence dans les graves crises qui fragilisent l'Europe et sur lesquelles nous avons un certain nombre de témoignages négatifs? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Non, tu es à ton... Merci, Alain. Merci. Merci, Monsieur le député.
vous allez me donner ici l'occasion de revenir un petit peu sur l'Arménie et de rebondir à la fois sur de répondre à votre question et de rebondir sur ce que le président disait. Et c'est vrai que le conflit en Arménie n'est pas gelé. Il n'est pas gelé et nous le savons, et c'est pour ça aussi que ces formats sont aussi importants. Et c'est pour ça aussi que nous devons nous préparer à d'éventuelles actions de l'Azerbaïdjan. Et c'est aussi pour cela que la France est tant mobilisée pour que les Européens soient prêts, si cela devait arriver, à la fois avec des sanctions, mais aussi du soutien militaire. Donc vraiment, nous... je crois, poussons. Et quand vous parlez, puisque c'est un petit peu ce que vous suggérez, de leadership, je peux vous dire que la France est complètement à l'avant-garde sur l'Arménie, comme évidemment sur beaucoup d'autres sujets. En ce qui concerne la communauté politique européenne, moi, je dirais qu'elle commence à atteindre sa propre personnalité. D'abord parce qu'elle met tous les États membres sur un pied d'égalité. Et parce que nous sommes la France, cela peut paraître curieux comme remarque, mais je peux vous assurer que pour la plupart des pays, c'était un grand désir, et je vais partager avec vous ce qu'avait dit Edi Rama, donc le Premier ministre albanais, quand il a fait la première conférence intergouvernementale qui entérinait ses perspectives comme candidat à l'Union européenne. Il a dit... Tout le processus d'élargissement, et c'est un petit peu le sens des discussions qu'on avait avant, c'est un processus où, en fait, on a des incitations, on donne des bons points, des mauvais points. C'est politiquement nécessaire pour nous et pour assurer la convergence, mais pas forcément très agréable. Avec la communauté politique européenne, tous ces pays sont sur un pied d'égalité. Ils sont tous sur la photo à part égale. Ils peuvent discuter librement avec la même voix, qu'ils soient albanais, britanniques, ou polonais. Et ça fait une énorme différence chez eux, et ils peuvent contribuer aussi, chacun avec ses forces. Par exemple, mon homologue ukrainienne m'avait dit la première fois, nous, en matière de cybersécurité, nous sommes à la pointe, on veut bien les croire vu ce qui leur arrive, et nous pouvons partager avec vous ce que nous faisons là-dessus. Et vous voyez qu'un an plus tard, on a la cyber-réserve qui est mise en place. Donc je crois vraiment qu'elle atteint cette forme de maturité et qu'il faut s'en louer. Peut-être même qu'elle... Absolument. Je ne sais pas si elle atteindra ce Graal, mais en tous les cas, elle progresse. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Cochert, pour Horizon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, si l'Europe est plus qu'un continent, mais une véritable communauté de nations, unie par une culture et des idéaux communs, c'est aussi parce que sa jeunesse se sent de plus en plus européenne. L'Union européenne a su promouvoir un accès facilité pour les jeunes à la culture, au travail et à l'éducation dans l'ensemble de ses pays membres. Entre 2014 et 2020, ce sont près de 600 000 personnes qui ont pu bénéficier du programme Erasmus au départ de la France. Le budget du programme Erasmus a d'ailleurs été augmenté de 80% dans le budget pluriannuel de l'UE pour 2021 à 2027. Au sein d'Erasmus, vous l'avez rappelé, je pense aussi à l'action permettant à des jeunes de 18 ans de disposer d'un titre de transport gratuit pour voyager en train dans l'ensemble de notre Union. Partout où ils vont, ils pourront bénéficier d'un accès facilité à la vie culturelle et aux musées nationaux des pays membres. Pour le groupe Horizon et apparentés, je voudrais saluer l'initiative lancée lors de la dernière réunion de la communauté politique européenne à Grenade d'ouvrir ces facilités au-delà des pays membres de l'UE. Ce sujet sera-t-il à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil européen en décembre prochain ? Le programme Erasmus est aussi souvent pointé pour ne toucher que 4% des jeunes, dont une minorité de classe sociale populaire. Comment faire en sorte que l'élargissement des coopérations européennes au profit de la jeunesse bénéficie au plus grand nombre ? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la députée. Effectivement, comme je vous le disais, et la jeunesse doit être absolument au cœur de la CPE, puisque c'est comme cela qu'on acquiert cette identité européenne et ce sentiment d'appartenance qui ne s'obtient que par l'expérience de ce qu'est être un citoyen européen. Et effectivement, on a parlé beaucoup géopolitique, mais l'objectif, un des objectifs de la communauté politique européenne, c'est de renforcer les liens, comme le demandait Madame la députée Soudet, et de renforcer les liens
entre les peuples, entre les jeunes, avec les échanges, les mobilités, les rencontres, et ainsi de souder cette famille européenne. Comme vous savez, à Chisinau, on avait baissé... Oui, excusez-moi d'avoir écorché, je suis absolument... à Chisinau, nous avions pris des initiatives dans la baisse des frais d'itinérance. Et à chaque fois, en fait, on essaye de trouver dans l'agenda de la CPE quelque chose de très concret pour les jeunes et pour les populations. Il y a ce que vous avez mentionné, le Pass Interrail. Il y a aussi les programmes Erasmus. En fait, ce qu'aimeraient beaucoup les pays qui sont des Balkans, par exemple, ou les autres, c'est de pouvoir aussi avoir... sous conditions qui satisfassent à certaines exigences d'éducation, des labels européens pour les universités. Vous voyez, tout le monde ne rêve pas de nous envahir, mais parfois de rester chez eux pour faire croître leur pays et que leurs citoyens puissent y vivre de façon prospère. Et sur Erasmus, ce que je voudrais partager avec vous aussi, c'est je pense sincèrement qu'il faut que nous l'étendions beaucoup plus aux lycées professionnels et aux apprentis, et que pour cela, nous nous attaquions à la question du coût du logement. Et je crois que nous pouvons demander à la Commission de faire beaucoup plus avec son budget européen pour pouvoir loger les Erasmus, aider au logement des Erasmus qui ont des apprentis ou qui sont des lycées professionnels, puisque c'est somme toute compliqué et qu'avec ce que nous voyons sur le logement, beaucoup plus cher qu'auparavant. Voilà ce que je pouvais vous dire, et toutes vos suggestions seront bien évidemment très bienvenues. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. Maintenant, c'est notre vice-président, Monsieur Lecoq, qui va s'exprimer au nom de la gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je retiens que vous nous avez fait la démonstration qu'il n'y avait pas besoin d'être membre de l'Union européenne pour pouvoir coopérer, plus nombreux, pour être enthousiastes d'être européens. On l'est géographiquement, mais qu'il n'y avait pas besoin d'être membre. Vous nous avez expliqué que même ceux qui avaient quitté l'Union européenne sont quand même dans la CPE, alors qu'ils ne sont pas demandeurs pour y entrer. Les Britanniques ne sont pas demandeurs, puisqu'on nous parle de ceux qui veulent y rentrer. Mais ceux qui veulent surtout pas y entrer, mais qui veulent coopérer, du coup, ils sont dans la CPE. Donc, on a un outil qui peut apparaître comme un mini-ONU qui n'a pas de pouvoir, qui ne s'appuie même pas sur une assemblée parlementaire, comme l'OSCE. Tiens, l'OSCE, Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. 3 mots, coopération, sécurité, Europe, que vous avez utilisés plein de fois. On aurait pu penser que l'OSCE allait être votre base de travail. Mais non. La Macronie, on invente un autre truc où il n'y a pas trop d'assemblées, où ça reste entre dirigeants. Et c'est dommage. Parce que l'Assemblée parlementaire de l'OSCE a fait beaucoup de travail et puis elle a permis aussi de faire avancer des choses dans ce domaine. Donc on n'arrive pas trop à situer. Moi, je sais que vous rêvez, comme le Président, d'avoir une Europe intégrée, mais à force de l'élargir, elle est de moins en moins intégrable. Et donc c'est compliqué. On voit bien le rôle... Parce que vous avez abordé aussi la question du niveau de vie des Européens. Et on a bien compris. La charte européenne de l'énergie, les coûts, etc. Tout ce qui baisse le pouvoir d'achat à l'ouest de l'Europe pour mieux rééquilibrer l'Est de l'Europe, on a compris comment ça marchait. On a compris quels étaient les objectifs, mais vous ne pouvez pas l'avouer, c'est de l'inavouable. Si vous commencez à dire ça, on est obligé de vous faire perdre de l'argent et de faire gagner aux autres, c'est pour pouvoir intégrer, créer l'État européen, les États-Unis d'Europe, le rêve, pour justement peser face à la Russie et à la Chine, c'est inavouable au niveau des peuples. Donc il faut trouver d'autres biais. Donc il y a un petit mécanisme là, moi je l'aime bien ce mécanisme, parce qu'il fait la démonstration que la coopération est possible avec d'autres. Et j'aime bien parce que ça c'est très générateur de paix aussi. De se parler, de coopérer, d'inventer ensemble, même si on n'est pas capable de se marier, de fusionner, etc., des chemins. Je trouve que c'est gage de prospérité et de paix, aussi ça. Donc j'aime bien, j'aime pas trop parce que c'est pour moi pas très démocratique. Mais je trouve l'idée intéressante quand même de beaucoup se parler. Ça a du sens en matière de diplomatie. Ça n'a pas permis de garantir la paix. Donc on n'a pas encore trouvé le mécanisme, ni l'Union européenne, ni la CPE. Donc je crois que c'est peut-être la diplomatie et les moyens de la diplomatie et la prospérité, comme vous dites, au niveau des peuples. Mais ça veut dire qu'il y en a qui doivent s'en mettre un peu moins dans les poches, un peu plus partagés,
Et la prospérité sera valable pour tous. Notre planète a de quoi nourrir tout le monde et permettre à tout le monde, non pas de vivre prospère, mais de vivre heureux, là où il est. En tout cas, c'est mon rêve européen. Je vous remercie, monsieur le vice-président. Vous avez compris, madame la ministre, que nous avions un rêve à deux. Et je vais vous déléguer ma part de rêve pour répondre en mon nom aussi à monsieur le président, à monsieur le vice-président Lecoq. Merci, monsieur le vice-président. Alors, j'en ai un profond regret, mais je crois que nous ne sommes pas d'accord, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par l'OSCE. Dans l'OSCE, il y a la Russie. Et évidemment, c'est bloqué depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, ça ne marche pas. Elle n'est pas non plus fondée sur des valeurs communes. Elle est fondée sur un objectif de sécurité. Et quand on parle de communauté politique européenne, nous ne demandons pas non plus d'exigences en matière d'état de droit ou de valeurs pour se parler, hein. C'est complètement différent comme projet d'avenir, comme projet de destin de ce que peut être l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce qu'on vise avec l'Union européenne, ce n'est pas du tout une convergence par le bas, ce que vous semblez suggérer, et je l'ai un peu mal pris, je dois vous le dire, mais c'est bien une convergence par le haut. L'idée est bien de ramener tout le monde à un niveau de prospérité qui va croissant, parce que c'est comme ça que l'on redistribue aussi mieux. Je ne suis pas du tout dans la théorie du jeu à somme nulle que vous avez l'air de suivre. Je crois. Jamais été considéré comme colbertiste. Jamais. Sur le plan économique. Absolument, je le revendique. Et nous ne sommes pas non plus dans une fédération. D'ailleurs, vous l'avez, la devise de l'Union européenne, c'est unie dans la diversité. On ne fait pas que parler dans l'Union européenne, on construit ensemble. Je vous rappelle que les fondations, outre l'état de droit, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est un pacte économique entre la France et l'Allemagne qui est en train de devenir un pacte politique parce que le monde est dangereux et que nous avons une voie en Europe à faire ensemble. Il faut quand même reconnaître, et je pense que là, on est obligé d'être d'accord car c'est très factuel, l'Europe est la région où il y a le plus de citoyens au monde qui vivent dans un espace démocratique et qui cherchent l'égalité des citoyens. Les États-Unis sont certes démocratiques, mais il y a plus d'inégalités que chez nous. Quant à la Chine ou la Russie ou d'autres, vous conviendrez avec moi que la démocratie n'est pas leur caractéristique première, ni même l'égalité, même c'est pire d'ailleurs pour certains de ces pays. Donc voilà, c'est ce que nous voulons construire en assurant la sécurité de notre continent. Et vous-même l'avez dit, il faut pour ça que nous bâtissions des politiques communes, y compris d'ailleurs, comme nous avons commencé à le faire sur la défense. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Maintenant, c'est le dernier orateur des groupes, c'est pour le groupe Lyot, c'est Madame la députée de Mayotte. Estelle, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je me permets à l'occasion de cette audition de vous interpeller sur les territoires ultramarins, les régions ultra-périphériques européennes, dont Mayotte fait partie, pour vous interroger sur le mécanisme d'interconnexion de l'Union européenne, dit MIE, et sur l'éligibilité du port de Mayotte à ces subventions dans le contexte actuel du règlement RTET. Avec un taux de croissance annuel de 7%, vous savez que le port de Longoni bénéficie d'une localisation stratégique idéale pour profiter de la manne gazière à venir du canal du Mozambique. Pour saisir cette opportunité historique, mais aussi répondre aux besoins croissants de notre population, le port de Mayotte doit se moderniser avec un projet d'aménagement et d'agrandissement évalué à plus de 200 millions d'euros qui s'adosserait sur des fonds européens. Cet investissement à Longoni est capital pour éviter une saturation rapide de cette infrastructure et pour soutenir le développement de l'économie mahoraise. Il y a urgence, mais comme vous le savez, le port de Mayotte se trouve actuellement exclu des cartes des corridors prioritaires du règlement RTET. Cette exclusion le rend inéligible aux appels à projets du MIE pour l'année 2023. Bien que des négociations soient en cours pour réviser le règlement RTET avec une proposition favorable à l'inclusion du port de Mayotte, il semble que cette révision ne prendra effet qu'au printemps 2024. Cela laisse présager une éventuelle éligibilité pour les appels à projets MIE de 2024, mais avec une forte incertitude quant à la disponibilité de ces fonds, notamment pour les infrastructures portuaires.
Alors dans ce contexte, je vous pose la question de savoir quelles mesures vous pensez prendre pour soutenir activement l'inclusion du port de Longoni de Mayotte dans les corridors prioritaires du RTE-T lors de sa révision. Et puis, étant donné la probable limitation des subventions du MIE pour les infrastructures portuaires pour les futurs appels à projets, comment comptez-vous œuvrer au niveau européen pour vous assurer que ces infrastructures vitales pour les territoires insulaires ultramarins seront bien éligibles aux futurs appels d'offres? Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous répondez à Madame la députée de Mayotte. Merci, Madame la députée Youssoufa. Et si je ne réponds pas totalement complètement, je suis à votre disposition pour répondre plus dans les détails après, car nous allons bouger un peu de politique et être dans la précision des règlements. Comme vous savez, dans le règlement RTE-T qui est actuellement en vigueur, le port de Mayotte n'est pas inscrit dans le réseau global du réseau RTE-T. Il n'est donc pas éligible au financement européen du volet transport du mécanisme d'interconnexion en Europe que vous mentionnez à la fin de votre question. Maintenant, à la demande des autorités françaises, l'inscription du port de Mayotte dans le réseau global du RTE-T est bien intégrée dans la proposition initiale de la Commission sur la révision du règlement RTE-T dans l'annexe 2 pour être précise. Et ce règlement est en cours de négociation interinstitutionnelle. Je crois que je peux ajouter, peut-être de façon plus générale, que la France est favorable à ce que la révision du règlement s'adapte plus généralement aux contraintes et aux caractéristiques structurelles des RUP. D'abord, nous allons soutenir la position du Conseil qui prévoit des dérogations spécifiques relatives aux infrastructures de transport ferroviaire, notamment pour que l'obligation de relier les aéroports et les ports aux lignes ferroviaires, même si ce n'était pas directement ce que vous mentionnez, mais également pour les terminaux de fret multimodaux et les dispositions qui en sont afférentes, ne s'appliquent pas aux régions ultrapériphériques, tant qu'aucun système ferroviaire n'est établi sur le territoire. Voilà, et puis vraiment ravi de discuter avec vous plus en avant si besoin. Merci. Je vous remercie, Madame la députée, Madame la ministre, pardon. Les groupes se sont maintenant exprimés. J'ai un grand nombre de parlementaires qui veulent s'exprimer à titre individuel. Donc, je déclare maintenant, sauf si l'un ou l'autre souhaiterait s'inscrire, je déclare la liste close, parce que sinon, Madame la ministre a une contrainte horaire et nous ne pourrions pas... je ne peux pas rouvrir ma liste en cours de route. Bon, voilà, les trois coups de maillet sont portés symboliquement. Et je donne pour commencer la parole. Alors, c'est une minute. Hein. Alors, c'est très difficile de répondre en une minute. C'est très difficile aussi de poser une question en une minute. Mais c'est quand même plus difficile de répondre en une minute que de poser une question en une minute. Et puis, en plus, j'ai beaucoup moins d'autorité sur notre invité que sur nos membres. La parole est à Madame Clapeau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour être venue devant nous aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron a effectué les 17 et 18 octobre une visite historique en Albanie. Nous y étions toutes les deux. C'était la première visite d'un président de la République depuis l'indépendance du pays en 1912 et nous avons pu constater la solide relation d'amitié qui unit nos deux pays et les coopérations économiques et culturelles. Le président a eu des mots forts puisqu'il a parlé d'une réunification européenne en évoquant l'adhésion de l'Albanie et des Balkans. Pour tenir le temps imparti par le président, je vais directement aller à une question, un paradoxe en fait. C'est parce que je m'intéresse beaucoup à ce pays et que je crois à son destin européen que je m'étonne de ce que ce pays est à la fois une terre d'émigration, on le sait puisque de nombreux Albanais quittent leur pays, et c'est aussi, on le sait moins, une terre d'immigration. Les Albanais ont accueilli dans leur foyer 500 000 Kosovars lors de la guerre avec la Serbie. Ils ont accueilli de nombreux réfugiés iraniens, afghans. Et maintenant, en vertu d'un accord signé le 6 novembre, ils se préparent à accueillir des migrants qui auraient été sauvés en Méditerranée par la marine italienne. C'est intéressant, mais c'est au-delà de la minute. Et donc, qu'est-ce que vous pensez d'un tel accord? Merci.
Merci, madame. C'est madame la députée de la Drôme. C'était très intéressant, mais j'étais obligé de vous presser. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Effectivement, c'était une visite extrêmement intéressante qui souligne comme les citoyens albanais quittent leur pays, puisque c'est un tiers de la population qui est partie d'Albanie sur les dernières années. L'accord qu'a passé l'Albanie avec l'Italie est effectivement intéressant. Il s'inscrit dans la lignée des discussions sur les migrations qui ont eu lieu à Grenade lors du sommet de la communauté politique européenne. Et nous sommes en train d'en examiner la légalité de façon à voir comment est-ce qu'il peut être étendu, répliqué ou utilisé par d'autres. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pfeffer, député de la Moselle, si je me souviens bien. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, l'Union européenne a alloué un montant global de près de 18 milliards d'euros d'aide directe à la Turquie depuis 1996, principalement en raison de son statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Pour la période 2021-2027, la Turquie continue de bénéficier de l'instrument de préadhésion. Ceci alors que la Turquie conduit contre la France et contre l'Europe une stratégie d'agression assumée, une logique d'affrontement contre la civilisation occidentale. Propos outranciers du président Erdogan contre le président de la République française, déclaration contre Charlie Hebdo, chantage migratoire contre l'Europe, stratégie d'influence via le nationalisme turc et le milieu russe, qui d'ailleurs a refusé de signer la charte de la laïcité. Il y a quelques jours encore, le président Erdogan accusait l'Occident d'être le principal coupable des massacres à Gaza et de créer une nouvelle atmosphère de croisade à l'encontre du croissant. Et je n'ai pas le temps de vous parler de son soutien au régime criminel de Bakou dans son opération d'épuration ethnique au Haut-Karabakh, mais vous en avez brièvement parlé tout à l'heure dans des mots plus pudiques. Seuls les députés européens du Rassemblement national s'opposent constamment au fonds de préadhésion accordé à la Turquie, qui n'a rien à faire à nos côtés dans l'Union européenne. Madame la ministre, la France a-t-elle une position claire sur le statut de candidat de l'adhésion de cette Turquie hostile? Et quand s'élèvera-t-elle enfin contre les fonds, contre l'argent des Français qui continue d'être versé par l'Union européenne à la Turquie? Madame la ministre. Merci, monsieur le député Pfeffer. Nous allons faire un tout petit peu de réel politique. D'abord, le processus d'adhésion est gelé. Je suppose que vous le savez. Ensuite, dans les milliards dont vous avez parlé, il ne vous a pas échappé qu'il y avait 3,5 milliards pour les réfugiés qui étaient syriens, notamment, qui étaient épuisés. Et comme je suis sûre que vous suivez avec attention les événements du Proche-Orient, je pense qu'il ne vous a pas échappé non plus qu'il était assez instable. La présidente du Conseil des ministres italiens, Madame Giorgia Meloni, est arrivée au pouvoir en expliquant qu'elle ferait un blocus naval, elle, toute seule, et qu'elle arriverait à freiner toutes les vagues migratoires. À peu près 6 mois plus tard, elle s'est tournée vers l'Union européenne et elle a elle-même initié les actions de tous les pays de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même pour discuter avec les pays du Proche et du Moyen-Orient, parce que c'est la seule solution de maîtriser les flux migratoires. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, ça va être à nouveau un député du Rassemblement national qui va donc pouvoir prolonger son propos. C'est M. Michel Guignot, qui est député de l'Oise, lui. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on va faire très vite, n'est-ce pas? J'ai une question donc là sur le Kosovo. Ce dernier n'est reconnu que par 5 pays de l'Union européenne. Et lui accorder une reconnaissance au nom de l'Union européenne alors que des pays membres s'y opposent reviendra à générer un réel conflit juridique. Des divergences importantes sont notables sur le sujet. Le Conseil de l'Union européenne a adopté en mars 2023 un régime de déplacement sans obligation de profit du Kosovo, une première étape vers l'intégration à l'espace Schengen. En parallèle, le Parlement européen a adopté une résolution le 10 mai 2023 condamnant entre autres la difficile situation en matière de lutte contre la criminalité organisée dans le nord du Kosovo et la situation institutionnelle entravant la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Le Parlement européen a d'ailleurs rappelé que nous avions versé plus d'1 milliard depuis 2007 au pays pour un bilan qu'il déplore. Pouvez-vous nous indiquer quelle sera votre position quant à l'adhésion du Kosovo à l'Union européenne? Rejoignez-vous la position du Parlement européen qui considère que le Kosovo est un pays instable et pris par la
criminalité organisée, ou la position de la commission, qui juge le pays sûr au point de lui octroyer la liberté de circulation dans l'espace Schengen ou de pousser sa candidature. Merci, madame. Merci, monsieur le député de l'Oise. Madame la ministre, répondez à cette intéressante question sur le Kosovo. Merci. Dans le même temps imparti. Monsieur le député, je pense que votre langue a fourché, car le Kosovo n'est pas reconnu par 5 des 27 pays de l'Union européenne. Il est reconnu par 22 des 27 pays de l'Union européenne. Seuls 5 pays de l'Union européenne ne reconnaissent pas le Kosovo. Et puis, je veux vous rassurer, je vous écoutais, je vous serais reconnaissante de m'écouter, merci. Je vous ai donc 2 points peut-être. Comme vous le savez, la France et le président de la République en particulier sont particulièrement mobilisés et particulièrement durs avec à la fois la Serbie et le Kosovo sur l'une des progressions dans la stabilité territoriale. Il est évident que les événements qui se sont passés au nord du Kosovo sont un problème dans le processus d'adhésion et qu'il y aura des conditions de stabilité territoriale puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ce processus d'adhésion veut être maîtrisé. Nous voulons intégrer des pays qui s'entendent dans l'Union européenne. En outre, et le président l'a rappelé en Albanie lors du voyage à laquelle Madame la députée Clapeau faisait référence, nous avons également une position extrêmement dure et nous faisons une condition sur le processus de visa dans les discussions avec les Serbies et le Kosovo. Je vous remercie. Merci, Madame. Monsieur Gomis. Monsieur Gomis est député de Seine-et-Marne. Exactement. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, boycottée par Bakou, la réunion de la communauté politique européenne n'a malheureusement pas permis de solutionner la situation dramatique dans laquelle se trouvent les Arméniens du Haut-Karabakh, victimes de l'agression azérie. L'Arménie est une grande démocratie, ça a été rappelé, et un pays frère que nous avons le devoir de soutenir, d'autant plus que ce conflit révèle un enjeu géopolitique plus global, celui d'un combat que mènent les démocraties face au régime autoritaire. Et la complicité de Moscou avec les opérations militaires engagées par l'Azerbaïdjan en est la traduction la plus équivoque. Notre pays a agi depuis le 19 septembre, avec notamment l'annonce de la livraison de matériel militaire à l'Arménie, mais nous devons faire plus encore. C'est la raison pour laquelle la France a demandé au chef de la diplomatie européenne d'inclure l'Arménie dans le champ de la Facilité européenne pour la paix et de renforcer les effectifs de la mission d'observation européenne. Une question, Madame la Ministre, pouvez-vous nous en dire davantage sur l'attendue mise en œuvre de ces annonces? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député, en fait, toutes ces annonces vont être discutées lundi au Conseil Affaires Générales. Donc là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ce que j'ai dit précédemment, mais insister sur le fait qu'effectivement, nous sommes en lead et nous faisons extrêmement pression à la fois pour qu'il y ait des sanctions s'il y avait dérapage et pour que nous soyons prêts à fournir également de l'aide militaire si besoin en était. Et c'est absolument inadmissible. L'Azerbaïdjan a planifié et organisé l'exode de plus de 100 000 Arméniens. Merci. Merci. Maintenant, c'est au tour de Madame Hamelé, qui est députée du Tarn-et-Garonne, non? C'est ça, exact. Merci, Monsieur le Président. Tarn-et-Garonne, parfait. Comment? Non, je dis c'est ça, merci. Oui, oui. Madame la Ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure et je vous avoue que je suis surprise parce que vous vous gargarisez sur la prétendue réussite de cette CPE, alors qu'en fait, on s'aperçoit quand même, notamment au cours de cette discussion, qu'il en est tout autre. Notamment, mes collègues l'ont dit, absence de la Turquie, de l'Azerbaïdjan. Ensuite, le problème, mon collègue Guignot l'a évoqué avec le Kosovo. Et je ne vois pas du tout comment vous allez améliorer la situation entre le Kosovo et la Serbie. Et par ailleurs, une question me vient en entendant votre réponse. Comment va se faire, si toutefois elle se faisait, nous allons contre, mais comment imaginez-vous cette intégration? Pensez-vous intégrer tous les pays en même temps? Ou pensez-vous, puisque vous nous parlez de réversibilité, comment pensez-vous que cette intégration puisse se faire? Parce qu'il est bien évident que si on intègre les pays un par un, ça ne pourra pas fonctionner.
Et on va se trouver dans des conflits qui vont être insolutionnables. Donc je suis vraiment curieuse de voir comment vous comptez procéder. Et par ailleurs, je trouve que cette façon de faire, de dire, voilà, on les finance et ensuite ils font les réformes, est quand même très curieuse, parce que vous oubliez que dans ces pays, il y a un fort sentiment patriote et un fort besoin de souveraineté. Et ça, vous l'oubliez, et je pense que c'est vraiment regrettable. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Madame la députée, et pour vos nombreuses questions auxquelles je vais essayer de répondre en 1 minute. La première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons regretté cette absence turque et azerbaïdjanaise. Elle n'est pas de notre fait. Mais nous avons également soutenu très clairement le Premier ministre arménien, et de la même façon Zelensky, c'était bon de le rappeler dans la période actuelle. Elle a aussi délivré, puisqu'il y a un nouveau format en matière de migration qui vise à être très pratique et pragmatique. Et enfin, c'est à la CPE de Prague qu'avait été lancée la mission européenne en Arménie. Donc vous voyez que les choses bougent. Je ne vous ai pas entendu de faire de propositions. Nous, pendant ce temps-là, je crois que nous avançons un peu. Sur l'intégration que vous avez mentionnée, elle est basée sur le mérite. Et croyez-moi, les pays souverains, comme vous le dites et comme je le crois aussi, le comprennent très bien. Et par exemple, le Premier ministre albanais lui-même a dit en présence du président de la République et de la presse qu'il était parfaitement prêt à avancer à une vitesse différente de celle de la Macédoine, qu'il était prêt à y parler 5 à 10 ans. Je crois que vous n'étiez pas avec nous, madame, donc ça ne dites pas non. J'y étais, il l'a dit, il l'assume, il veut 5 à 10 ans parce qu'il a besoin de s'acculturer à ce que nous faisons dans l'Union européenne, et c'est lui qui le revendique, c'est pas moi. Et par exemple, pour les financements et les réformes, c'est le même sujet que le plan de relance. Et le plan relance, nous sommes un pays de souverains, et je crois que nous avons parfaitement à la fois bénéficié des financements et des réformes. Merci. J'ai eu l'occasion d'aller faire un rapport dans ces pays, et c'est justement parce que j'ai fait ce rapport que je me permets de vous dire ceci. Bon, très bien. C'était à moi de permettre. Hein. Mais je vous remercie. Madame Carrois. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous l'avez rappelé, la création de la communauté politique européenne a pour ambition de renforcer la cohésion, la coopération et le dialogue entre les pays du continent européen. Depuis le traité de Maastricht, dont nous fêtons les 30 ans, l'Union européenne cherche à se doter d'une véritable politique extérieure, mais les États membres souhaitent décider toujours de leur politique étrangère. Pourtant, l'Union européenne joue déjà un rôle crucial dans le cadre de certains conflits. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a su apporter une réponse unifiée et soutenir l'Ukraine et les valeurs démocratiques que nous défendons. Qu'en est-il de la position européenne vis-à-vis de la situation au Proche-Orient ? Ce conflit illustre sans doute la difficulté que peut avoir l'Union européenne de parler d'une même voix sur un sujet international délicat. Bien que les États soient parvenus à une déclaration commune, on voit dans le vote de la Révolution du 27 octobre que certains pays ont voté pour, d'autres ont voté contre, et la majorité se sont abstenus. Alors que l'on voit la difficulté à concilier les positions qui existent aujourd'hui entre États membres, pensez-vous que la CPE puisse aider à renforcer cette prise de position commune ? Je vous remercie. D'une façon générale, Madame la ministre, on a l'impression que la CPE est à la fois louée et condamnée pour les mêmes choses. Certains, comme M. Lecoq, en vantent la flexibilité, mais en même temps, on a la flexibilité, on a donc forcément une incapacité à avoir une efficacité aussi grande. On a l'impression qu'il faut choisir. Enfin, soit chacun fait ce qu'il veut, c'est le cas de la CPE, et c'est simplement un forum, soit on a une méthode intégrée, et ça s'appelle l'Union européenne. Enfin, excusez-moi, ce n'est pas la réponse que je fais à votre place, mais c'est la réponse que m'inspirent les différents collègues. Merci, Monsieur le Président et Madame la députée. Évidemment, c'est pas la CPE et l'Union européenne n'ont pas la même vocation. La CPE est un forum pour discuter et aider d'ailleurs au règlement de crise régionale. Et comme chacun le sait, ça ne se règle jamais dans un claquement de doigts et ça met toujours un peu de temps. C'est bien ce qui se passe pour certains de ces conflits. C'est pas pour ça qu'il faut pas essayer. Sinon, on arrête tout et on rentre tous chez nous et on fait plus rien et on subit. Il ne faut pas subir. Merci. En ce qui concerne sur le Proche-Orient, je crois qu'il est important de voir que au Conseil européen, il y a une position unique pour condamner les attentats terroristes du Hamas,
dire qu'Israël avait le droit de se défendre dans le respect du droit humanitaire, demander la libération des otages. Et ça, c'est très important. Après, aux Nations Unies, effectivement, il y a eu des votes qui étaient un peu différents, qui en fait reflètent beaucoup, si on se dit les choses, les histoires personnelles et des pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je suis sûre que nous aurons l'occasion d'en parler. Merci. Bien, je vous remercie. L'avant-dernière intervenante, c'est Madame Galzi, qui est députée RN de l'Hérault. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État. Lorsqu'il a lancé l'idée de la conférence politique européenne le 9 mai 2022, quelques semaines après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron lui-même ne savait pas à quoi servirait ce nouveau format, si ce n'est qu'il avait vocation à regrouper régulièrement les pays européens au-delà des frontières communautaires. Si nous pouvons nous réjouir des opportunités qu'offre cette Assemblée générale des nations européennes pour avancer sur les sujets qui concernent tous les peuples européens et certains de leurs voisins, nous refusons que cette CPE favorise l'entrée de certains loups dans la bergerie Union européenne. Madame la secrétaire d'État, quelles sont les garanties que vous pouvez apporter à la représentation nationale à ce sujet? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la ministre. Merci, Madame la députée. Pardon, je pense aussi que votre langue à fourcher, c'est la communauté, pas la conférence politique européenne, le nom de ce qui a été lancé, de ce dont nous discutons aujourd'hui. Non, c'est la communauté politique européenne. Je suis désolée. Si. Mais bon, c'est pas très grave. Ça a été très clair dès le début que cette communauté politique européenne avait pour aucunement vocation à se substituer à l'élargissement. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des pays comme la Norvège qui n'ont pas l'intention d'intégrer l'Union européenne, des pays comme le Royaume-Uni qui en sont sortis et qui n'ont pas l'intention d'y revenir, et beaucoup d'autres pays. C'était le prémisse de base, c'est même ce qui a inquiété certains pays. Mon Dieu, on nous fait la CPE à la place de l'élargissement. C'est faux. Je vous remercie. Le dernier intervenant, c'est Monsieur le député de l'Isère, député RN de l'Isère, Monsieur Joly, qui vient de nous rejoindre, je crois. Oh, ça fait quelques minutes. Comment? Ça fait déjà quelques minutes. Hein. Merci, oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors, le troisième sommet de la communauté politique européenne a été marqué par l'actualité tragique en Arménie et par l'absence remarquée des présidents Erdogan et Aliyev. Et à la suite de cette réunion, le président de la République s'est prononcé en défaveur de sanctions gazières vis-à-vis de l'Azerbaïdjan pour son invasion de l'Artsakh, estimant ces sanctions inutiles. Je souhaite donc savoir pourquoi la France et l'Union européenne n'ont pas souhaité appliquer à l'Azerbaïdjan les mêmes sanctions qui ont été appliquées à la Russie au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, sanctions qui ont pourtant été unanimement décidées au prix d'une explosion des coûts de l'énergie et d'un affaiblissement considérable des économies européennes au profit de la Chine et des États-Unis. Je vous remercie. Merci, je ne m'étais pas permis, ce n'était pas un jugement de valeur, Monsieur Joly. Simplement, j'avais repéré que vous n'étiez pas là, donc je vous avais rayé de ma liste et que vous êtes arrivé opportunément, et je signalais cette opportunité. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, d'abord, je voudrais rappeler que la France n'importe pas de gaz azerbaïdjanais. Et le président n'a jamais été contre les sanctions, bien au contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, mais c'est sans lien avec ce que le président vient de vous dire, évidemment, la France est favorable à des sanctions, porte des sanctions qui vont être discutées au Conseil des affaires étrangères lundi prochain, et vous comprendrez que je ne peux pas en dire plus à ce stade. Je vous remercie. Monsieur le général de Gaulle disait, Madame la ministre, que l'autorité n'allait pas sans mystère, ni le mystère sans éloignement. Et là, vous avez effectivement clos votre intervention par une note de mystère et d'énigme qui ne fait que renforcer votre autorité. Est-ce que nous sommes arrivés au bout de notre réunion? Je dois vous remercier très, très sincèrement de la vivacité, la sincérité, la précision et la cohérence de vos réponses. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous dites, certains le sont, mais en tout cas, je crois que personne ne peut mettre en cause la qualité profonde de votre prestation, comme on dit maintenant. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelques mots de conclusion? Parce que voyez-vous,
La seule chose à laquelle vous ne pouviez pas répondre, et c'est la question que j'ai posée au début, nous avons quand même l'impression que ces derniers mois, l'histoire est de retour. L'histoire frappe à la porte, l'histoire exige des réponses, et on a quand même le sentiment que la pâte est difficile à lever. Même si, effectivement, je pense que le gouvernement dont vous faites partie et le chef de l'État qui oriente ce gouvernement n'ont d'autre objectif que de faire lever cette pâte. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire en 1 minute. D'abord, merci à tous pour vos questions. Ce que vous suggérez, c'est que l'UE n'est pas suffisamment mobilisée. Mais je crois elle n'est pas. Les États européens. Tout n'est pas parfait, mais je crois qu'il faut quand même mettre quelques nuances. D'abord, les leaders européens, puisque ce sont eux qui font le Conseil européen, se sont mobilisés dès le 15 octobre et ils ont adopté une position commune sur le sujet du Proche-Orient. Et c'est la première fois depuis plusieurs années que l'Europe peut s'exprimer d'une seule voix sur cette question, sans veto de la Hongrie, sans veto de la Pologne. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un triplement de l'aide humanitaire et revu pour s'assurer que ça ne profite pas aux terroristes du Hamas, et nous en avons toutes les garanties qui sont à votre disposition. Et la troisième chose, c'est que nous avons eu beaucoup de déplacements européens dans la région et ils vont continuer pour éviter l'escalade régionale, notamment la ministre Colonna y est allée 2 fois en 15 jours. Et puis, si je peux juste rappeler une petite chose, puisque mesdames les députés du RN, vous sembliez inquiets sur la réunion de la famille européenne, comme disait la députée Madame Clapeau. Votre collègue, la députée Yael Menache, a dit qu'elle soutenait l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne. Donc, il y a au moins un pays qui vous semble prêt à intégrer, j'en déduis. Merci. Bien, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de cette, je crois, excellent tour d'horizon. Et la séance est levée. D'ailleurs, les députés se sont levés avant même la séance. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 9h.